Vécu ses derniers jours de vie. Nous nous sommes connus en mai 1944, quand nous sommes partis en Allemagne, après un bref séjour à Romainville. J'ignorais complètement que nous faisions partie du même réseau. Dès le moment où l'on était arrêté, on ne parlait à personne de ses activités dans la résistance. Il fallait être toujours très prudent, car des informations pouvaient être rapportées aux Allemands. À Ravensbrück, je n'ai jamais vécu dans le même bloc que Marcel, mais les Françaises aimaient se retrouver et parler du pays et de leur famille. J'avais repéré Marcel par son timbre de voix, qui ne trompait pas sur ses attaches avec la Charente. Je peux témoigner d'une Marcel vive, causante, courageuse et digne, accomplissant au camp les rudes travaux qui lui étaient assignés, par exemple à la colonne de travail dont les activités étaient soit de creuser une carrière de sable, soit de construire des routes. Pour ce faire, il fallait manier des pelles et des pioches dont le poids devenait vite insupportable. Pendant quelques mois, Marcel a tenu le coup, mais elle maigrissait. À partir du mois d'octobre, j'ai constaté un changement très net de son aspect physique, et cela me serrait le cœur car la guerre n'était pas terminée, et il fallait prévoir un hiver rude. Chaque fois que je rencontrais Marcel, je ne pouvais que constater son affaiblissement. Elle s'inquiétait du nombre de semaines et de mois qui nous séparaient d'un retour en France. Elle me répétait inlassablement combien elle voulait revenir au pays et retrouver les siens. Elle était trop lucide et intelligente pour ne pas se rendre compte que ses forces diminuaient. La dernière fois que nous avons échangé, elle me dit une nouvelle fois combien elle voulait rentrer en France et voir sa famille, mais ce jour-là, il y avait des larmes dans ses yeux. Je revois Marcel comme si c'était hier. Je ne me souviens plus de la date exacte de son décès, mais je la vois couchée dans un misérable chalit. J'ai voulu lui parler, mais elle était déjà dans le coma. Comment expliquer la peine que j'ai ressentie et qui dure toujours en voyant Marcel dans cet état, elle, cette Française exemplaire qui espérait si ardemment retrouver son pays et sa famille. Madame Gros, c'est à vous. Ouais. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Mesdames et Messieurs, Messieurs les militaires, Mesdames et Messieurs en vos noms, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, et chers élèves, il y a exactement 79 ans et 5 jours aujourd'hui, c'était dans la cour de la prison d'Angoulême que j'ai rencontré Marcel Dindot pour la première fois. Nous étions 4 femmes et une trentaine d'hommes, tous menottés par 2, bien gardés par les soldats de la Gestapo, très sérieusement armés. Nous attendions les camions qui nous transporteront à la gare d'Angoulême. Je ne connaissais pas la véritable identité de ma compagne de menottes, mais j'ai très vite compris qu'elle était la Péda, donc Marcel Dindot. Malgré le cloisonnement exigé dans les réseaux de résistance, le pointu, Charefond, avait eu l'opportunité de nous confier son admiration sans borne pour le courage
et les sentiments extrêmement patriotiques d'une jeune femme institutrice à Châteauneuf, ainsi que son aspect timide et effacé. Berthe Noblet, amie de Marcel, était enchaînée avec Betty, une Américaine, arrêtée en Bretagne pour fait de résistance. Des hommes de Châteauneuf et de Châteauneuf nous accompagnaient. Alors je vais en signaler quelques-uns. Guy Barra, Roger Demier, ses deux fils, qui ne reviendront pas, l'époux et Madame Noblet. Monsieur Noblet était maire de Bonneuil, Moïse Patureau et bien d'autres, amis de la Résistance. La plupart de ces déportés ne reviendront pas des camps de concentration. Débarrassés des menottes à la gare d'Angoulême, le train nous conduira à la gare d'Austerlitz, où nous serons séparés avec les hommes. Le 20 mai, Marcel, son ami Berthe Noblet et moi-même sont menottés à nouveau et conduits à la gare pour être transférés au fort de Romainville, dans la banlieue parisienne. Un lieu de regroupement des prisonnières qui précède la déportation. Avant le départ vers Romainville, Marcel est enfermé dans la caserne les casemates du camp. Il y fait sombre et il y règne une triste ambiance. Elle veut nous convaincre que les Alliés arriveront avant notre départ. Le 6 mai 1944, nous fûmes bousculés violemment dans des wagons en direction de l'Est, pour une première destination au camp de représailles de Neubrem, près de Saarbrück. Ceux qui ont connu ce sinistre lieu dirigé par la Gestapo ne peuvent oublier leur arrivée dans cet enfer où règne la torture et la terreur. Je crois que c'est à compter de ce jour que j'ai surnommé Marcel et Berthe mes deux mamans. 23 juin, c'est un nouveau départ dans des wagons à bestiaux, entassés dans des conditions les plus inhumaines. Le chant de notre Marseillaise, entendu par les gardiens, est accompagné de coups de feu. Et comme punition, les planches d'une petite fenêtre du wagon sont clouées à la place des barbelés de cette petite lucarne, qui nous apportait quand même un peu d'air et de clarté. Dans l'impossibilité d'avoir suffisamment de place pour toutes, Marcel s'est beaucoup investi pour organiser pour des positions assises ou debout. Des femmes malades et assoiffées lèchent la ferraille d'où suinte la condensation du wagon clos. Après un voyage de 3 jours, nous arrivons au tristement célèbre camp de femmes de Ravensbrück, à 80 km au nord de Berlin, au nord-est. Ce camp est surnommé la petite Sibérie mecklembourgeoise. La descente du train est un cauchemar. Les gardiens, accompagnés de gros chiens, accueillent les rescapés qui doivent courir sous les coups de gourdin. Ce camp, entouré de murs, de barbelés, de miradors, occupé par des soldats armés, pourrait faire penser à un film d'horreur. Après une nuit interminable d'appels sous la pluie, les déportés découvrent la vie et la mort à Ravensbrück. Dépouillés de tout, tondus, chaque femme deviendra un numéro en tenue rayée de bagnards, pieds nus dans de très grandes galoches en bois. C'est la déshumanisation totale. Marcel me réconforte, toujours. Elle m'assure que nous reviendrons bientôt chez nous. À chaque instant, dans ce monde infernal, Marcel tente de me protéger. Par exemple, au passage de la charrette tirée par des prisonnières, elle détourne mon attention
pour que je n'aperçoive pas les cadavres de la journée, dirigés vers les cheminées qui fument et dégagent une odeur si horrible sur l'ensemble du camp. Nous sommes dirigés très brutalement au bloc 23 pour le séjour de quarantaine obligatoire à chaque arrivée, c'est-à-dire isoler les autres, les porter. Ma priorité est de ne pas quitter mes mamans. 600 personnes parquées dans un bloc devient un problème insensé. Marcel m'aide à ramper sous une planche où nous étions un peu épargnés. Les chalets de 3 ou 4 étages sont composés de très minces paillasses, étroites et souillées, que nous devons partager à 3. La vermine grouille partout. Environ 150 femmes d'une vingtaine de nationalités sont passées à Ravensbrück, nom de lieu qu'on peut traduire par Pont des Corbeaux. En effet, seuls des corbeaux survolent cet enfer. Un peu de soleil apporté par Marcel. Elle évoque à plusieurs reprises ses petits élèves de Châteauneuf. Madame Noblet reconnaît les familles. Ce sont de nombreux souvenirs d'avant qui ramènent Marcel à Châteauneuf. Ainsi, j'imagine le monument aux morts, la mairie, l'école dont Marcel est intarissable. Grâce à ces descriptions ensoleillées de la ville, j'ai eu l'impression de déjà connaître Châteauneuf à ma première visite. En juillet 1944, la santé de Marcel devient très préoccupante. Il a une forte fièvre. Nous n'avons aucun moyen pour lui apporter le moindre soin médical. Nous l'aidons à tenir debout à la pelle, afin que les gardiennes la comptent parmi les vivantes. Le moindre signe de faiblesse est fatal. Encore une fois, elle a fait preuve d'une incroyable volonté. Il est impossible de relater la vie quotidienne dans le camp, ce monde irrationnel dans lequel Marcel a été plongé dès son arrivée. Debout à 3h30 du matin, nous avons cru que c'était une alerte, mais pas du tout. C'était tous les matins, c'était l'appel quotidien. Les appels interminables, et souvent même nus, les humiliations permanentes, les brutalités quotidiennes, la faim, la soif et la peur. Puis un jour, ce fut le tri sélectif et la séparation. Mon numéro, 43 069, fait partie de ceux qui doivent quitter le camp vers une autre destination, malgré un stratagème, encore une fois, imaginé par Marcel. Malgré, oui, elle a essayé de me garder. Je dois quitter mes mamans. Je dois être transféré dans un commando de Buchenwald. Je n'oublierai jamais cette séparation. Le dernier regard désespéré de Marcel et ses encouragements. Les mots sont trop légers pour exprimer ces moments. Nous ne nous sommes jamais revus. D'après mes recherches, j'ai su qu'elles avaient été affectées à une colonne de travail dans la carrière. Berthe Noblet, épuisée, a été envoyée au bloc dont on ne revient pas. Marcel en a été très affligé. En conclusion, je me permets de vous rapporter une citation du général de Gaulle qui convient si parfaitement à Marcel Nadeau. Ils ont choisi librement de combattre ou de mourir, sans qu'aucune loi humaine les y contraignît. Et notre devise de déporter, ni haine,
ni oubli. En tout cas, pour l'instant. Bien. Donc en mémoire de tous les déportés, à présent le chant des marais interprété par la chorale voyenne. Serva
déportés à la mémoire de ces déportés résistants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, de respecter aussi vous lever s'il vous plaît. Merci. En hommage à Marcel Nalou et à tous ceux qui ont combattu. Merci. J'invite à présent Madame Gros, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire et notre jeune maire pour inaugurer ce nouveau totem de l'école. Si le jeune maire est encore parmi nous, sinon c'est pas grave. Quelques-uns tombent, quelques couteaux, partez pas trop vite. Je vais vous installer. On arrive au terme. Vous pouvez vous rasseoir. S'il vous plaît. Bien, je laisse Madame Gros et nos invités s'installer. Donc notre cérémonie touche à sa fin. La chorale voyelle nous interprétera pour clôturer cette cérémonie, bien sûr, la Marseillaise, après quoi les autorités viendront saluer les porte-drapeaux. Donc, je vous demande pour l'hymne national de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Contre nous de la tyrannie.
Merci à tous pour cette super cérémonie. J'invite les autorités à venir saluer les porte-drapeaux et vous êtes bien sûr tous conviés. Il y a un super pot qui a été préparé par les agents du collège et de la collectivité. Ils seraient honorés que vous veniez déguster tout ce qu'ils ont préparé pour vous. Encore merci à vous et bravo à vous. Bonne soirée. Salut, merci, merci beaucoup, merci, merci. Merci. Il y a les jeunes générations quand même devant qui prendra la relève à un moment. Merci beaucoup, messieurs. Merci.